Cette semaine, en enquête, le mystère de la mort des deux sœurs Bélanger en Thaïlande. Ils ont gardé les corps 5 jours sans vouloir les redonner aux autorités canadiennes. Ouais, moi, je trouve que c'est cacher quelque chose. Allons-nous savoir un jour la cause de ce drame? That I told you have dyes, mucosal, dry, tip finger and toes. Maybe toxic. J'en demeure pas, c'est des pesticides. Who asked you and everybody not to talk about this case? Canadian Embassy. Et doit-on mettre fin au système des paradis fiscaux qui permettent aux plus riches de payer très peu d'impôts? Le truc consiste à déclarer un maximum de profit dans les pays où l'impôt est faible. Le Parlement à Ottawa et le gouvernement à Washington permettent tout ça. C'est ça le scandale. Bienvenue à Enquête. La mort des deux jeunes Québécoises dans un hôtel en Thaïlande, survenue en juin dernier, a bouleversé tout le monde. Mais ce qu'il y a de pire pour les parents, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Tout ce que l'on sait, c'est que la mort de Noémie et Audrey Bélanger s'inscrit dans une série de morts mystérieuses en Thaïlande et au Vietnam. Une de nos équipes s'est rendue en Thaïlande 1 mois après la mort des deux jeunes Québécoises pour explorer différentes pistes. Enquête sur un mystère qui ne cesse de s'épaissir. Bonjour! En ce moment, on est en train d'écouter de la musique. En voyage en Asie, Audrey et Noémie Bélanger arrivent à Koh Phi Phi le 12 juin. Une île paradisiaque au sud de la Thaïlande. Une île reconnue pour sa vie nocturne. Cette nuit du 12 juin sera leur dernière. Après avoir fait la fête dans les bars, Noémie et Audrey rentrent à l'hôtel. Elles n'en ressortiront pas vivantes. On les retrouve mortes dans leur lit 2 jours plus tard. Que s'est-il passé? Depuis leur décès, 1000 questions torturent l'esprit de la famille Bélanger. Linda, Carl et Elena, l'aînée, ont accepté de collaborer avec nous dans l'espoir de trouver des réponses. Ils ont déjà une piste. À la suite du drame, plusieurs personnes les ont contactés pour leur dire que leurs filles ne sont pas les seules, que d'autres touristes sont morts de façon mystérieuse en Thaïlande. Et chaque fois, les pesticides ont été évoqués. Carl Bélanger est convaincu que les pesticides ont tué ses filles. Mais j'en demeure pas, je changerai pas d'idée, c'est des pesticides. Il s'agirait d'un pesticide qui serait utilisé en Thaïlande dans les chambres d'hôtel contre les punaises de lit. Nous avons suivi cette piste en Thaïlande pour tenter d'élucider le mystère et permettre aux parents de comprendre la mort subite de leurs enfants. Samedi 16 juin, 8h30 du matin. Les parents sont inquiets. Ils sont sans nouvelles des filles depuis 5 jours. Le téléphone sonne. C'était la belle-sœur. Elle dit, je veux pas vous inquiéter, mais il annonce une nouvelle là, qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Je suis OK, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Là, je commence à paniquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ben, il aurait retrouvé 2 Canadiennes. Elle commence avec 2 Canadiennes mortes dans une chambre d'hôtel. Elle dit, oui, mais là, elle dit pas juste des Canadiennes, c'est des Québécoises. OK. Elle dit, puis ils disent l'âge à la TV. Ils disent 20-25 ans. Là, dans ma tête, j'ai fait, oh. 2 sœurs. 2 sœurs. J'ai fait, oh. Là, c'est comme, tout a arrêté, là. Puis là, je savais que maman était dans le salon, puis qu'elle m'entendait parler, puis qu'elle était inquiète. Fait que j'ai raccroché le téléphone. Ben, j'ai raccroché. J'ai dit, OK, c'est beau, arrête, je veux plus rien savoir, arrête. J'ai mis le téléphone à côté. Donc là, c'est un peu la panique de qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça. Donc, on savait que lui aussi n'était pas au courant. Donc là, on a appelé la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, pas au courant non plus. Là, on a dit, ben là, pourquoi ça passe aux nouvelles s'il n'y a pas personne qui est au courant? Là, on avait cet espoir-là. Si on le sait pas, c'est parce que c'est pas eux autres. On a appelé, ils nous ont transféré, on a appelé l'ambassade. Et là, l'ambassade nous a dit, on n'a pas les résultats, on va faire des recherches pour voir c'est qui. Là, attendre pendant 1 heure, on va voir la attendre police. pour savoir si c'est-tu tes enfants qui sont morts, là?
Tu pleures, tu piétines, tu essaies de te convaincre que c'est pas eux autres. Moi, c'est ce que je passais mon temps. Je passais mon temps à me dire, non, ben regarde, c'est peut-être pas eux autres, c'est peut-être pas eux autres. On se possède plus. Puis ma peur, c'était de voir arriver un auto de police, un auto de patrouille. C'était ça, je ne faisais que ça. Je faisais les 100 pas dehors, j'avais le téléphone dans les mains, je faisais les 100 pas, j'attendais l'appel de l'ambassade, puis je guettais les polices, puis je criais à Elena, « Je veux pas qu'il arrive, je veux pas qu'il arrive, je veux pas qu'il arrive. » C'est juste ça qu'on fait, hein? On essaie de croire jusqu'au dernier moment que c'est pas les nôtres. Et j'ai dit à Elena, il faut appeler l'ambassade. Moi, je suis plus capable d'attendre. Il faut que je le sache. Et là, l'ambassade m'ont dit, bon, ben là, d'habitude, on n'a pas le droit de faire ça au téléphone, mais étant donné le temps, ça fait longtemps que vous attendez, il dit, on va le faire. Il dit, donc là, il dit, je vous confirme le décès de Noémie et Audrey Bélanger. C'est à ce moment que le père des filles, Carl Bélanger, arrive. Elle arrive à côté de moi, elle me dit, Carl a dit, ils ont trouvé les 2 filles mortes dans leur chambre en Thaïlande. Là, j'ai perdu la carte, j'ai tombé à terre, Revenons sur le voyage d'Audrey et Noémie. Elles quittent le Québec le 18 mai pour un voyage d'1 mois au Vietnam et en Thaïlande. Après quelques jours à Bangkok, elles arrivent à Krabi. De là, comme le font des centaines de jeunes tous les jours, elles prennent le bateau le 12 juin, en milieu d'après-midi, pour l'île de Phi Phi. Une île sans voiture, un dédale de ruelles, des hôtels bon marché. Elles rejoignent Jeff et Luciano, 2 frères brésiliens qu'elles ont rencontrés au Vietnam, qui sont déjà à Phi Phi, comme en témoigne leur échange de courriels. Allô, ma chère, comment ça va? Nous sommes arrivés à Phi Phi. Nous avons trouvé un hôtel pour 24 livres sterling, qui est assez bien. Il est à 5 minutes de la plage et des bars. Elles prennent finalement une chambre dans le même hôtel que les Brésiliens. En soirée, ils se rendent ensemble au Slinky Bar. C'est la fête sur la plage tous les soirs à Phi Phi. Viviane Bossibille et Élise Turcotte font la connaissance de Noémie et Audrey. On a vu une fille qui marchait dans l'eau. Noémie, elle, avait bu un peu plus, puis j'avais l'impression qu'elle avait besoin d'un peu de son espace. J'ai demandé « Est-ce que ça va? » Puis elle m'a dit, elle m'a regardé, puis elle m'a fait « Ouais, ça va. » Fait que là, moi, j'ai dit « OK. » Mais on voyait que Noémie était un peu plus partie, elle avait un verre de plus dans le nez, disons. Sauf que, tu sais, là-bas, c'est normal. Nous aussi, on avait un verre dans le nez, puis Audrey aussi, mais un peu moins que Noémie. À 1h du matin, les 2 filles, accompagnées des 2 Brésiliens, rentrent à l'hôtel. 48 heures plus tard, on retrouve les 2 sœurs mortes dans leur lit. Pendant ces 48 heures, les 2 Brésiliens s'inquiètent. Allô, ma chère, comment vas-tu? Es-tu toujours à Phi Phi? Je veux te revoir, j'appelle à ta chambre, mais tu ne réponds pas. Je prends l'avion pour Hong Kong le 17. J'aimerais te revoir avant de partir. Es-tu toujours vivante? Je suis triste de ne pas t'avoir revue. Le 13 juin, Jeff glisse un message sous la porte de la chambre des filles qui dit « I'm sorry ». Il s'excuse. Mais de quoi? Jeff et Luciano sont les derniers à avoir vu les filles vivantes. Les parents leur ont écrit, ils auraient tant de questions à leur poser. Les 2 garçons ne leur ont jamais répondu. Nous avons retracé Jeff à Londres. À nous aussi, il a refusé de parler. I can't talk to you now, sorry. Can I call you tomorrow? Dès la découverte des corps, les autorités thaïlandaises écartent toute piste criminelle et parlent plutôt d'intoxication alimentaire. Il pourrait s'agir d'un poisson, le fugu, qui se vend très cher et qui peut être mortel. Je suis allée en voyage avec Noémie. Le repas le plus gros qu'on a mangé dans notre 1 mois et demi de voyage, c'est 5 $. Donc, un poisson à 300 $ là, qui est toxique, là, on oublie. C'est sûr que non. Un empoisonnement alimentaire, pas un va réagir de la même façon, OK? S'il y en a une qui aurait vu sa sœur malade, l'autre aurait été chercher de l'aide, OK? Ça n'aurait pas arrivé en même temps.
Des touristes leur ont appris qu'il y a eu d'autres décès mystérieux à Phi Phi. Ils ont entré en communication pour nous expliquer que la même chose s'était produite et que c'était similaire, que c'était des vomissements, qui sont décédés, qui n'ont pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Mais les deux ont décédé et puis ils étaient dans leur chambre. Fait que je me dis, ça a peut-être un rapport avec la chambre. En 2009, dans cet hôtel de Phi Phi, le Lalina Guest House, 2 femmes, une Norvégienne et une Américaine, sont mortes à 2 jours d'intervalle dans 2 chambres adjacentes. La cause de leur décès n'a jamais été élucidée. À Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, 6 touristes et 1 guide thaïlandais sont morts l'an dernier sur une période de 2 mois, dont 4 dans le même hôtel, le Downtown Inn. Le ministère de la Santé publique en Thaïlande n'y voit qu'une coïncidence. It is a very bad occasion, such a bad luck for that hotel. L'enquête thaïlandaise a révélé que 2 décès pourraient être reliés aux pesticides, un autre à un virus. Quant aux 4 autres morts, on en ignore la cause. Plusieurs familles ont critiqué le sérieux des enquêtes thaïlandaises. Parmi les 4 victimes qui logeaient au Downtown Inn se trouvait Sarah Carter, une Néo-Zélandaise âgée de 23 ans. La télévision de la Nouvelle-Zélande est allée enquêter sur place. Elle a pris des prélèvements dans la chambre où a logé Sarah Carter. Après analyse, l'enquête a conclu que les pesticides utilisés dans l'hôtel contre les punaises de lit étaient en cause. Chemical compounds. Cet hôtel, le Downtown Inn, moderne et en bon état, a été démoli cet été sans qu'on sache pourquoi. Les punaises de lit sont un problème dans les hôtels en Thaïlande comme ailleurs. Le 6 juin, une semaine avant l'arrivée des 2 sœurs, un touriste s'est plaint sur un blog du Twin Palm Residence, l'hôtel où les filles sont mortes. Il écrit qu'il est déçu de cet hôtel, qu'il y avait tellement de punaises de lit qu'il a eu du mal à dormir. Avec tous les courriels qu'on a eus, c'est les pesticides qui sont venus en cause. Moi, j'ai tout le temps dit, probablement, j'ai dit que le client d'avant a dû se plaindre qu'il y avait des puces de lit, tout ça, des punaises de lit. Puis, j'ai dit, ils ont saupoudré le matelas. Puis, ils ont probablement mis des couvertes là-dessus. Là, ça n'a pas respiré. Puis, j'ai dit, les filles ont arrivé le soir dans la nuit puis se sont couchées là. Ça, c'était ma thèse. OK? C'est des hypothèses. Des hypothèses. Puis, ils sont arrivés là, puis pouf, ils ont respiré ça. Puis, ils se sont même pas levés demander de l'aide. Selon les photos. Ils ont retrouvé, il paraît, tous les 2 couchés dans le lit. Dans le lit. Comme si elle dormait. Comme si elle dormait. Oui. Au bout de l'île, un aubergiste français, installé ici depuis 25 ans, demande à son personnel de vaporiser de l'insecticide 2 fois par jour contre les moustiques. Mais que ce soit pour les moustiques ou les punaises de lit, l'utilisation des pesticides n'est pas réglementée en Thaïlande. Mais les 2 personnes à la fois, c'est un peu dur à avaler quand même. Mais c'est pas une piste, ce serait pas une piste à écarter parce que nous, en Europe, avant de bannir des tas de produits, on en a utilisé des tas. Peut-être qu'ici, il y a des produits qui sont utilisés qui ne devraient plus l'être. Après la pause, des contradictions qui s'accumulent. Je pense que si 2 personnes avaient été affectées par un insecticide, d'autres aussi l'auraient été. A-t-on aspergé de manière exagérée les chambres? Au moment de notre passage au Palm Twin Residence, la chambre où sont mortes les 2 filles est en restauration. On s'est débarrassé des vieux matelas. Les nouveaux attendent dans le couloir. Nous louons la chambre au-dessus, la 203. Nous voulons savoir si l'hôtel utilise des pesticides pour éradiquer les punaises de lit. Et si oui, lesquels et en quelle quantité. Avant de partir, un chimiste du Québec nous a expliqué comment faire des prélèvements. Avec des tampons aseptisés et du solvant, nous cherchons des résidus sur le matelas, la tête du lit, le plancher et même dans le climatiseur.
Nous ferons analyser ces échantillons dans un laboratoire à notre retour. What happened after? À l'hôtel, la réceptionniste a eu comme consigne de ne pas parler de la mort des 2 Canadiennes. Open the door. Mais il finit par nous raconter que le premier matin, une femme de ménage est allée cogner à la porte de la chambre des filles. Audrey et Noémie auraient répondu oui, ce qui voudrait dire qu'elles étaient encore vivantes le mercredi matin. La réceptionniste ne nous en dira pas plus. Le père doute de cette version. Puis le jeudi matin, elle est allée cogner, puis elle n'a pas demandé s'il voulait la chambre une autre nuit. Et le vendredi matin, elle est allée cogner à la porte, elle n'a pas demandé s'il voulait la chambre une autre nuit. Ça tient pas debout, son affaire. Le premier mercredi matin, là, elle était morte. Ils étaient morts. Carl Bélanger tire ses conclusions à partir de ses discussions avec la Sûreté du Québec qui fait enquête dans ce dossier. Ils sont morts entre 3h30 du matin, entre 4h moins quart du matin et 10h le matin. C'est définitif. Le médecin de l'infirmerie de Copipi a été une des premières personnes à entrer dans la chambre des filles après leur décès. Elle ne peut pas donner d'entrevue, mais elle nous dit qu'elle n'a vu aucun signe de violence, seulement de la vomissure. Le soir, nous retournons au bar où elles ont passé leur dernière soirée. La police exige un certain calme ce soir-là. Il n'y aura pas de danse et le Slinky Bar est fermé. Personne ne veut nous dire pourquoi, ni depuis quand. Convaincus que nous n'en apprendrons pas davantage à Copipi, nous repartons pour Krabi. C'est dans cet hôpital que les corps de Noémie et Audrey ont été amenés. L'urgentiste nous décrit l'état de décomposition avancé des corps lorsqu'il les a vus. Because it's not normal death, because she's very young. And her body is not look like normal death. That I told you how dies mucosal, dry tip finger and toes. So it's look like maybe toxic. Juste la façon que la Thaïlande ont procédé. OK? Ça amène aussi... le premier crime, c'est qu'ils n'ont pas ouvert ça a été la 3e journée avec qu'ils rouvrent la porte. Pas avoir attendu si longtemps. Puis le deuxième crime, c'est d'avoir tassé les corps dans un coin et attendre qu'ils se décomposent. Ils ont gardé les corps 5 jours sans vouloir les redonner aux autorités canadiennes. C'est ça. Donc, Moi, ils cachent quelque chose? Moi, je trouve que c'est cacher quelque chose. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, là, tu te dépêches, au contraire, de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu te dis, hey, là, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut pas que ça nuise à notre touriste ici en Thaïlande. Il y a eu une enquête policière. Le responsable refuse de nous en parler selon ce que nous dit l'interprète. What is this? This is all of information that they got from people, but they cannot give to anyone. Everything is there? Yeah. But what's written there? This is top secret information. Why? Why is it top secret? Important case. Who asked you not to talk? Who asked you and everybody not to talk about this case? Canadian Embassy. Canadian Embassy. Nous retournons à l'hôpital de Krabi. Le directeur réfute la thèse des pesticides. J'ai entendu dire que ce pourrait être un insecticide utilisé pour éradiquer les punaises de lit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si 2 personnes avaient été affectées par un insecticide, d'autres aussi l'auraient été normalement. Ben, personne d'autre n'a été affecté par la présence de pesticides. Il avance l'hypothèse des champignons magiques. Certains touristes consomment des champignons magiques. Ça leur procure des hallucinations. Par contre, si vous en mangez trop, ça peut vous tuer. Je connais assez bien mes filles, ça, j'ai pas peur du tout là-dessus. Non, Moi, là, ils vont me dire, là, ils sont décédés de ça, là, non.
Non, ça, je goberai jamais ça. Après la pause, la thèse défendue par les autorités thaïlandaises, contestée. Les concentrations de DEET qu'on a retrouvées dans les 2 jeunes femmes, ça ne correspond pas à des concentrations toxiques, encore moins à une concentration qui pourrait être mortelle. Devant toutes ces hypothèses, nous nous rendons à Bangkok. C'est ici qu'a eu lieu l'autopsie. Le pathologiste nous apprend qu'il vient de terminer son rapport. Il ne donnera pas d'entrevue, mais il accepte de nous dévoiler ses conclusions. Des résultats étonnants que personne n'avait soupçonnés. Selon le rapport thaïlandais, les 2 Canadiennes auraient été intoxiquées au DEET, un produit chimique contre les moustiques. Le médecin a analysé le sang, le vomi et la bile. Il a retrouvé chez Audrey une concentration de DEET de 15,3 microgrammes par litre. Chez Noémie, de 33,7 microgrammes par litre. Au moment de notre rencontre, le pathologiste thaïlandais soutient que ces doses sont fatales. Que penser de ces résultats? Comment peut-on avoir du DEET dans le sang? Le médecin de Bangkok a émis une hypothèse, la plus probable selon lui. Il y a un cocktail très populaire chez les jeunes dans le sud de la Thaïlande. On l'appelle 4 par 100 et il est composé de Coca-Cola, de sirop contre la toux, de feuilles de kratom et de DEET. Le médecin nous explique que ce cocktail donne le même effet que l'alcool, qu'il est très populaire chez les jeunes Thaïlandais musulmans dont la religion interdit l'alcool. On sert les 4 par 100 comme les autres cocktails dans des seaux de plage, les boquettes, comme on les appelle ici. Viviane se souvient d'en avoir partagé un avec Audrey. Audrey puis moi, on a bu dans les boquettes. Donc, c'est de l'alcool, rum and coke ou quoi que ce soit qu'ils mettent dans des espèces de seaux pour faire, comme pour faire des châteaux de sable. Puis ils remplissent ça, fait que de un temps assez. Est-ce que vous avez partagé la même boisson? Oui, on a partagé la même boisson. Audrey, moi, mon ami, puis le Brésilien. Si tout le monde a bu la même chose ce soir-là, comment expliquer que seulement 2 personnes soient mortes? Viviane n'a même pas été malade. Vous buviez dans la même? Oui. On se le passait, failles. dans le fond, c'est ça. Ouais. C'était du rum and coke? À ce moment-là, ça devait être autre chose que du rum and coke, mais je me rappelle plus. Un breuvage qui ressemble à ça, dans le fond. Il nous a expliqué qu'en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, il y a un cocktail qui est très, très populaire, qui est composé de Coca-Cola, de feuilles de kratom qui poussent là-bas, de sirop pour la toux et de DEET. Là, ce qui serait passé, c'est que, d'après le médecin, pas intentionnellement, on aurait mis une trop grosse dose de DEET dans le cocktail. Ça peut arriver. Ça, je peux pas vous dire. Là, parce que c'est sûr qu'il ait pris un cocktail, c'est possible. Ça serait les 2 seuls qui auraient pris ce cocktail-là qui aurait eu trop de DEET dedans? Et les 2 auraient eu les mêmes réactions, c'est ça. Il n'y a pas encore Puis les 2 n'ont pas rentré en même temps à la même heure? Je comprends pas. La coroner Renée Roussel, responsable de l'autopsie qui se fait au Québec, n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport thaïlandais. Elle ne donnera pas d'entrevue, mais selon elle, les 2 sœurs Bélanger n'ont pas été tuées par le DEET. Le directeur du Centre antipoison du Québec va dans le même sens. Avec les dosages ou les concentrations de DEET qu'on a retrouvées dans les 2 jeunes femmes, ça ne correspond pas à des concentrations toxiques, encore moins à une concentration qui pourrait être mortelle. Et comment on aurait pu avoir cette concentration-là dans leur sang? On pourrait très bien avoir ce genre de concentration-là après s'être appliqué du DEET sur la peau, comme bien des touristes dans ces pays-là, pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Nous avons contacté à nouveau le médecin thaïlandais qui a fait l'autopsie. Il reconnaît finalement que la concentration de DEET retrouvée n'est pas si élevée. Selon lui, le DEET se serait évaporé en partie avant l'autopsie.
Selon le Dr Blais, rien dans la littérature scientifique ne démontre que la concentration de DEET dans le sang diminue après le décès. Lors de notre rencontre avec la coroner, elle nous dit qu'elle est sur plusieurs autres pistes. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que 5 jours avant notre rencontre, elle a fait saisir nos prélèvements que nous avions envoyés pour analyse dans un laboratoire. La coroner justifie cette saisie en disant que ce matériel est utile à son enquête. Pourtant, nous avions convenu de lui transmettre nos résultats. Cette saisie a pour effet de bloquer notre enquête. Nos prélèvements ne sont toujours pas analysés et nous ne pouvons pas poursuivre cette piste pour l'instant. Quant à l'enquête du coroner au Québec, 3 mois après le décès des sœurs Bélanger, les Brésiliens n'avaient pas été interrogés par la Sûreté du Québec. Et la coroner vient à peine de demander aux parents de lui remettre les effets personnels des filles utilisés pendant le voyage. La crainte des parents, c'est que, comme dans les autres enquêtes, on ne sache jamais ce qui a tué leur fille. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, mais je ne veux pas revoir... Vous dites, vous êtes parents, je ne veux pas revoir vos enfants en première page des journaux qui est arrivé la même chose. Le mort ne servira pas à rien. Malheureusement, pendant ce temps, les morts mystérieuses s'ajoutent. Quelques semaines après le décès de Noémie et Audrey, une Américaine et une Canadienne sont mortes au Vietnam dans des circonstances nébuleuses. Il s'agirait d'un virus dans un cas, quant à l'autre, aucune réponse. Ce qui fait que depuis 2009, dans cette région du monde, 12 touristes sont morts subitement. Un point en commun, la plupart des femmes jeunes et en santé. Les causes, toujours inconnues. Les enquêtes locales, toujours bâclées. Cache-t-on quelque chose pour ne pas nuire au tourisme? Radio-Canada conteste devant les tribunaux la saisie de ces prélèvements pris en Thaïlande. Dès que nous serons en mesure de les faire analyser, nous vous reviendrons avec les résultats. Quant au décès des 2 sœurs Bélanger, nous en apprendrons peut-être davantage lorsque la coroner déposera son rapport dans quelques mois. Après la pause, enquête sur les milliards engloutis dans les paradis fiscaux par les grandes entreprises, en toute légalité. Un des problèmes, c'est que le Canada signe des conventions fiscales avec des paradis fiscaux. En cette période économique difficile, plombée par la dette, tous les États cherchent une façon d'augmenter leurs revenus et de réduire leurs dépenses. Mais nos gouvernements ont-ils songé à regarder en direction des paradis fiscaux, comme les Bahamas ou le Luxembourg, où les impôts sont minimes? Un chiffre illustre bien l'ampleur de la situation. L'an dernier, les grandes compagnies canadiennes ont investi dans les paradis fiscaux près de 140 milliards de dollars. Enquête sur des pratiques des grandes corporations de plus en plus contestées. Le Cirque du Soleil n'a plus besoin de présentation. Ces spectacles alliant créativité et prouesse athlétique font courir les foules partout dans le monde. Le cirque est devenu une véritable multinationale. 90% de ses revenus proviennent de l'étranger. À l'intérieur de chaque multinationale, on trouve plein de petites filiales. On fait passer l'argent de la filiale canadienne à la filiale dans le paradis fiscal. Et miracle, une déduction fiscale apparaît. Comme beaucoup de multinationales, le cirque utilise des paradis fiscaux pour réduire sa facture d'impôt. Le truc consiste à déclarer un maximum de profit dans les pays où l'impôt est faible. Et le moins possible dans les pays comme les États-Unis et le Canada. Les comptables et les avocats des grandes corporations sont aussi des virtuoses, de véritables contorsionnistes de la fiscalité internationale. Des fois, moi, je me dis que le problème, c'est la pression qu'ont les avocats, les comptables, les fiscalistes à remplir leurs feuilles de temps puis vendre des planifications fiscales toujours de plus en plus sexy. Bienvenue dans le monde de l'acrobatie fiscale.
Le Cirque du Soleil, c'est plus de 4000 employés et 32 productions. Présent sur 5 continents, le soleil jaune du logo de cet empire du divertissement ne se couche jamais. En langage d'affaires, le Cirque du Soleil est devenu une marque. Et posséder une marque de commerce connue partout dans le monde, ça vaut des millions de dollars. Nous avons donc voulu savoir qui est propriétaire du nom Cirque du Soleil. Surprise, en consultant les registres des marques de commerce à travers le monde, on s'aperçoit que le nom appartient à une obscure filiale qui s'appelle Cirque du Soleil III, basée au Luxembourg. Pourtant, le cirque n'a jamais fait de spectacle au Luxembourg. Des dizaines de compagnies sont domiciliées à la même adresse. Il faut réaliser que ces compagnies ne sont pas des entités réelles. Elles n'existent que sur papier. Ce n'est pas une vraie place d'affaires avec des employés. Souvent, ce n'est qu'une adresse et un compte en banque. L'avocat américain Jack Blum dirige l'organisation Tax Justice Network. Il dénonce depuis des années la facilité avec laquelle les multinationales peuvent jouer avec les règles fiscales internationales. Vous prenez votre marque de commerce et vous la vendez à une filiale incorporée dans un pays où l'impôt est très bas. Cette filiale facture ensuite vos autres compagnies qui utilisent la marque dans les pays où l'impôt est élevé. Vous réussissez donc à soustraire tout cet argent à l'impôt de ces pays. Voici comment ça marche. Supposons que le Cirque du Soleil facture une de ses filiales aux États-Unis 1 million de dollars pour l'utilisation de sa marque de commerce. 1 million de revenus disparaissent donc du radar du fisc américain. Si ce million de dollars passait directement aux mains de la compagnie canadienne, il lui faudrait payer un impôt de 25 % sur ses revenus. Mais si ce même million est plutôt envoyé au propriétaire de la marque au Luxembourg, l'impôt passe de 25 à 5,72 %. La compagnie canadienne peut ensuite rapatrier l'argent au pays sans payer d'autres impôts au Canada parce qu'il existe un traité entre ces deux pays. Le Canada devrait signer des accords de non-double imposition avec des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, avec des pays où est-ce qu'il y a de l'impôt, évidemment. Le problème, c'est que, un des problèmes, c'est que le Canada signe des conventions fiscales avec des paradis fiscaux. Difficile de savoir combien de millions le Cirque du Soleil économise en impôts de cette façon. C'est une compagnie privée et peu de renseignements sont disponibles. Les représentants du cirque nous ont confirmé utiliser ce système lors d'une rencontre, mais ils ont refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet. Ils insistent toutefois pour dire que ces stratégies sont parfaitement légales et même encouragées par le gouvernement canadien. C'est la loi qui est scandaleuse. Le scandale, c'est que le Parlement à Ottawa et le gouvernement à Washington permettent tout ça. C'est ça le scandale, que tout ça soit parfaitement légal. Le Cirque du Soleil est loin d'être le seul à jouer à ce jeu. Le journaliste d'enquête Jesse Drucker a découvert que la compagnie Google a transféré les brevets de son moteur de recherche aux Bermudes, ce qui lui a fait économiser 3 milliards d'impôts en 3 ans. Le New York Times publiait en avril qu'Apple enregistrait une grande partie des ventes réalisées à partir de son populaire site iTunes dans une filiale au Luxembourg. Ces techniques sont de plus en plus répandues. Toutes les compagnies pharmaceutiques et de technologie américaines le font. C'est pourquoi leur taux d'imposition réel, c'est-à-dire le taux qu'ils paient réellement sur leurs profits, se situe généralement sous la barre des 20 %. Lorsqu'on visite un des nombreux paradis fiscaux présents dans les Caraïbes, on remarque rapidement que le Canada y est bien représenté. Entre autres, les 5 plus grandes banques canadiennes y possèdent des dizaines de succursales. Difficile de justifier pourquoi ces banques ont une telle présence dans des pays qui ne comptent souvent que quelques centaines de milliers d'habitants. À elle seule, la banque CIBC déclare détenir 19 milliards de dollars en actions dans les Caraïbes. Il n'y a pas tant d'opérations commerciales qui justifient que la CIBC aurait à prêter ou à investir autant d'argent. En fait, ce qui arrive, c'est que ces investissements-là dans les paradis fiscaux, c'est pas nécessairement dans les paradis fiscaux que ça profite.
Pour moi, les paradis fiscaux, comme les Caïmans, sont de véritables parasites. L'argent y rentre et en ressort instantanément en pressant un bouton. De cette façon, on peut écrire dans les livres que l'argent est détenu dans le paradis fiscal, même si en réalité il se trouve dans une banque à Toronto, New York ou à Londres. Ils ne font que siphonner l'argent des pays industrialisés et permettent à une poignée d'avocats et de comptables de vivre la belle vie sous les tropiques. La CIBC réplique qu'elle brasse beaucoup d'affaires dans la région depuis son achat de la banque locale First Caribbean. Et les autres banques canadiennes financent bien sûr certains projets dans les Caraïbes. Mais l'explication de beaucoup d'investissements à l'ombre des palmiers se trouverait dans les avantages fiscaux. La Banque Scotia, selon ses derniers rapports financiers, elle a payé un taux d'imposition effectif de 7 %. Donc... Il n'y a pas beaucoup de citoyens qui paient 7 % d'impôts sur leurs revenus. Non, il faut être pauvre. Nous n'avons pas accès aux déclarations d'impôts sûrement très complexes de ces corporations. Mais nous avons demandé à la fiscaliste Brigitte Alpin d'examiner pour nous les derniers rapports annuels des 5 grandes banques canadiennes. Elle y a découvert que les banques évaluent même le montant d'impôts qu'elles économisent en gardant ainsi une partie de leurs profits hors de portée du fisc canadien. La palme dans cette catégorie revient à la Banque Scotia. Il est écrit le bénéfice de certaines filiales étrangères est assujetti à l'impôt uniquement lorsqu'il est rapatrié au Canada. Si les bénéfices à distribuer de toutes ces filiales étrangères étaient rapatriés, les impôts à payer au 31 décembre 2011 s'établiraient à environ 935 millions de dollars. Si on additionne les chiffres, on s'aperçoit que les 5 géants bancaires canadiens ont évité de payer 2,5 milliards en impôts en 2011 en utilisant des filiales étrangères. Cela explique en partie pourquoi, malgré des milliards de dollars de profits, ces banques paient proportionnellement moins d'impôts que la moyenne des entreprises canadiennes. Au Canada, il n'y a pas juste des multinationales. 97 % des entreprises sont des PME. Et les PME sont assujetties à des taux d'imposition beaucoup plus élevés que 7 et 9 %. Au Canada, le même système permet aux multinationales étrangères qui font affaire ici de soustraire des millions de dollars à l'impôt. Revenu Canada poursuit GlaxoSmithKline depuis qu'elle a découvert que sa filiale canadienne faisait disparaître ses profits en payant des milliers de dollars en trop à une autre filiale de Glaxo incorporée dans un paradis fiscal. La Cour fédérale a donné raison au fisc. La Cour a dit que c'était tout à fait inapproprié et que ces profits auraient dû être imposés au Canada. Le problème, c'est que les autorités fiscales ne peuvent se battre de cette façon avec toutes les entreprises qui font ça. La Cour d'appel fédérale a renversé cette décision et donné raison à Glaxo. Plus de 20 ans après les faits reprochés, la Cour suprême a finalement entendu l'affaire l'hiver dernier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce système de transactions artificielles entre filiales est impossible à contrôler. Ce système est basé sur des hypothèses de transactions théoriques et les règles qui s'appliquent à ces transactions sont plutôt floues. Beaucoup d'argent canadien circule ainsi discrètement à des milliers de kilomètres du pays. Ici, à Zurich, en Suisse, nous sommes tombés sur cet édifice anonyme dans un quartier résidentiel. En regardant les noms des 30 entreprises qui logent à cette adresse, on reconnaît plusieurs grands noms canadiens. Sun Life, CN, Enbridge, Encana et Canadien Pacifique. Si vous et moi prenons de l'argent dans notre poche gauche pour la mettre dans notre poche droite, on n'a pas le droit à une déduction fiscale. Ça ne devrait pas être le cas pour ces compagnies non plus. Le phénomène est rendu si important que lorsqu'on regarde la liste compilée par Statistique Canada des pays où les Canadiens investissent le plus à l'étranger, on s'aperçoit que dans les 10 premières positions, 6 sont occupés par des paradis fiscaux. L'an dernier, 141 milliards de dollars canadiens ont pris le chemin des paradis fiscaux. La loi reconnaît à tous les contribuables le droit de diminuer au maximum leur facture fiscale. Le Cirque du Soleil souligne que ses économies d'impôts lui permettent d'investir plusieurs millions supplémentaires ici au Québec et de donner de bons emplois à des milliers de Canadiens. Ces dépenses génèrent à leur tour des taxes et des impôts au pays. Le cirque estime aussi que ces stratégies lui permettent de rester compétitif. Si
Le Cirque du Soleil puis Guy Laliberté entend parler que son compétiteur ailleurs fait telle planification fiscale. Ça va pas prendre une journée que son comptable ou son fiscaliste va recevoir un coup de téléphone puis qu'il va se faire dire « Comment ça se fait, comment ça se fait que tu me fais pas faire ça, là, puis qu'ailleurs, ils le font? » Le fondateur du cirque, Guy Laliberté, pourrait-il renoncer à ses stratégies? Certains estiment qu'il en aurait les moyens. Le magazine Forbes évalue sa fortune à 2,5 milliards de dollars. Est-ce qu'une multinationale qui veut conserver son image publique, pas en 2012, mais en 2013, 2014, 2015, pour le 21e siècle, est-ce que c'est une façon de penser qui est durable? Et moi, j'ai tendance à penser que non. Avec la crise des finances publiques qui affecte la plupart des pays industrialisés, plusieurs considèrent aussi essentiel de resserrer les lois pour mettre fin à cette délocalisation artificielle des profits dans les paradis fiscaux. Si les taux d'imposition sont trop élevés, on peut les ajuster, mais il faut cesser ces petits jeux. Il faut réformer le système fiscal pour que tous les contribuables soient traités également. Mais cette solution nécessiterait la coopération de tous les pays de la planète. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de négociation pour y parvenir ont échoué. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 18 h sur le réseau de l'information. La semaine prochaine à Enquête, à qui profite le Plan Nord? Hydro-Québec octroie des contrats aux Autochtones pour faire baisser la tension, tu sais. Il va l'octroyer, genre, parce que c'est une mal nécessaire pour eux autres, là, d'octroyer des contrats aux Autochtones, tu sais. Ils n'ont pas le choix, tu sais. Puis il y en a combien qui travaillent, tu penses, au projet de la Romaine? Il n'y en a pas. 6 millions qu'ils nous proposent, c'est des millions pour nous tasser. Pour se faire entendre, il faut désobéir, puis pourtant, on est chez nous. C'est tous des Québécois, des Blancs qui profitent de ça, là. Je suis pas raciste, là, mais regarde, au moins, on doit être sorti gagnant là-dedans, là. Merci d'avoir été là, bonsoir et à la semaine prochaine.